Bonjour et bienvenue à la sprint revue Easy Mesure numéro 10, donc, qui s'est déroulée du 23 mars au 27 avril 2017. Alors, je vais commencer par présenter Maxime, qui est stagiaire donc, avec nous dans l'équipe Easy Mesure. Et on lui souhaite donc la bienvenue. Donc, l'objectif du sprint précédent était de réaliser de multiples dashboards génériques et personnalisés suite à l'engagement progressif des partenaires et également pour les bibliosites et aussi pour le texte. Aujourd'hui, le thème du sprint, c'est EasyParse déménage, car nous allons, avec l'aide du service web et donc de Cecilia, créer une nouvelle homepage EasyParse qui permettra d'avoir un point central à partir duquel nous pourrons naviguer vers la documentation, vers ANG ou vers le blog que vous présentera Maxime et Frédéric tout à l'heure. Mais comme nous ne sommes pas Merlin l'Enjardin, nous commencerons par vous présenter un MVP de la homepage et du blog technique pour les contributeurs. Donc, comme toujours, le plan de la sprint revue avec une partie communication, analogiste, EasyParse et on terminera avec Easy Mesure. Dans la partie communication, formation, support, donc, nous avons installé en début de sprint une nouvelle version d'EasyParse et un de nos interlocuteurs principaux est l'Université de Lorraine. Et Pascal Pessetco nous a signalé qu'il y avait un problème à l'installation. Donc nous avons tout de suite réagi et nous avons fait une nouvelle version qui est donc maintenant la 2.10.1. Et nous allons également... Nous avons également eu une première contribution externe sur l'écriture des parseurs avec Aurélien Popescu. Et on en reparlera dans la suite de la sprint review à l'occasion du slide sur les partenariats. On a également, avec les services communication, fait mettre à jour la page web. La page email sur les projets en cours. Donc on a mis à jour, on peut voir EasyParse Easy Mesure et on a remis à jour. Donc on remercie Alexandra Petitjean qui nous a aidé à mettre à jour. On va également rajouter sûrement des logos, des images. On vous remontrera. Les rendez-vous Easy Mesure. Alors, lors de ce sprint, nous avons eu 4 rendez-vous Easy Mesure. Donc, pour l'Université de Paris 8, Paris Descartes, l'Université de Montpellier 3 et l'Université de Grenoble. Donc, ces rendez-vous se font soit par rendez-vous Renater ou par Upper-In. Nous avons eu des retours très positifs. Pour exemple, l'Université de Grenoble, donc on est parti de presque rien, les a aidés dans l'installation et le paramétrage de leur EasyProxy, de leur EasyParse, de toute la chaîne jusqu'à Easy Mesure. Donc, si vous êtes intéressé par ces rendez-vous Easy Mesure, n'hésitez pas à nous contacter, on prendra rendez-vous ensemble. Et nous avons également produit un document de bonne pratique qui permet de décrire la procédure de comment faire les nommages des ressources et des fichiers de log jusqu'au chargement Easy Mesure. Donc nous avons avant-hier réalisé, donc Frédéric, Thomas et moi, une formation sur la création des tableaux de bord à Sciences Po à Paris. Donc nous avons eu 15 participants donc de Sciences Po Paris, de Sciences Po Grenoble, de l'Université du Maine, de l'INSERM et également de l'Université d'Angers et de Couperin. Donc c'est une très bonne formation malgré quelques petits bugs. Nous remercions les participants. Et j'en profite pour rappeler que des formations sont également prévues à l'INIS les 19, 20 et 21 juin. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez soit me contacter, contacter l'EasyTeam ou contacter aussi le service formation de l'INIS. Thomas, tu voulais peut-être rajouter quelque chose sur cette formation?
Sur celle-là en particulier, non, à part que on remercie de nouveau les collègues de Sciences Po de nous avoir accueillis, fourni une salle et une installation technique, hein, comme vous voyez sur les photos, c'était un très bon format. On a rencontré quelques soucis techniques au moment de l'atelier, mais tout le monde est resté très patient et très compréhensif, donc on les remercie aussi pour ça. Je pense que tout le monde a bien compris l'intérêt d'EasyMeasure comme suite logique d'EasyParse. Les manipulations ont montré que tout le monde s'était bien emparé de l'outil. Je profite de cette diapo pour dire aux collègues qui voudraient participer à des ateliers comme ça que c'est relativement facile à monter et pas seulement à Paris. Il suffit de trouver une salle informatique et de trouver une date qui arrange tout le monde et on se met d'accord et on organise quelque chose. Donc c'est vraiment, enfin nous c'est un format qui nous va bien, c'est l'occasion de rencontrer des collègues, de voir où les gens sont, de répondre à des questions sur différents éléments de la chaîne de traitement, de se mettre en place, etc. Enfin, voilà, donc il ne faut pas du tout hésiter à nous contacter pour même créer des formations, et notamment hors de Paris. Donc je pense par exemple à des collègues qui nous ont demandé une formation sur Lyon. Donc là, je lance un appel et à participation et à organisation, sachant qu'évidemment, les collègues qui sont sur place connaissent, enfin, savent où sont les salles qui sont bien équipées, libres et pratiques d'accès. Enfin, voilà, donc nous, on est à disposition pour faire ces ateliers. Dès lors que vous souhaitez y participer ou en organiser un, on se met en contact et ça peut être assez vite monté. Voilà, donc j'espère que le message va passer et on tâchera peut-être d'organiser une nouvelle formation de ce type-là à Lyon avant la fin de l'année. On passe à la partie analogiste. Donc c'est Yannick là qui va parler de l'ANG. Ouais. Tu veux dire vers là? Donc, pendant ce sprint, on a entamé une petite refonte de ANG. Le but étant de mettre en pratique un certain nombre de remarques qu'on nous a fait notamment sur l'ergonomie du flow des analyses, hein, tout simplement. Hein, ANG. Ah oui, non, c'est tout à fait. Donc je rappelle qu'ANG c'est notre outil qui nous permet de centraliser les analyses des plateformes. Et il y a tous ces trucs qui me gênent. Tu peux les virer. Je peux les virer. Hop, voilà. Tac. Voilà. Très bien. Donc, voici à quoi ressemble la nouvelle interface. Sachant que ce que je vais pouvoir montrer immédiatement, c'est que une des choses à laquelle on doit se préparer, c'est qu'on commence à avoir des contributeurs à l'international, notamment le fameux Aurélien Popescu, qui est très dynamique en ce moment. Et donc, ANG, le souci, c'est que jusqu'ici, c'était uniquement en français. Donc, à présent, on va le proposer en français et en anglais afin de faciliter l'accès aux analyses par les gens qui sont à l'extérieur. Donc, voilà. Ensuite, on remarque une différence au niveau de la liste principale des plateformes qui s'affiche jusqu'ici sous forme de carte. À présent, ça ne change pas beaucoup. Les informations qu'on trouve ici restent tout de même les mêmes. Hein. On peut toujours filtrer ici, en fonction du nom, et on peut choisir également en fonction de l'état des plateformes. Donc voici. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer le flow de la création d'une analyse jusqu'à la création des analyses. De la création d'une plateforme jusqu'à la mise à jour. Donc là, on a notre petit plus ici.
Alors, ce qui est nouveau ici, c'est qu'on a une étape explicite pour vérifier que les différents domaines propres à la plateforme ne sont pas déjà pris en charge par EasyParse. Typiquement, on va nous demander de rentrer des domaines. Hop, et si jamais on tombe sur un domaine, par exemple CMS Direct, s'il est ici, cmsdirect.com, si on rentre sur un domaine qui est déjà supporté, on va avoir un message explicite et un lien vers sa carte Trello, ce qui, comme ça, nous évitera de créer une plateforme qui existe déjà. Pour le reste, ensuite, ça ne change pas de c'est les formulaires habituels, donc le nom de la plateforme, qu'on va appeler plateforme quelconque. Hop. Beaucoup d'abonnements à cette plateforme. Hein. Oui, beaucoup d'abonnements. Ah, Ah, c'est bien choisi comme... Sans commentaire. La page d'accueil, le lien vers la page d'accueil est optionnel. Ensuite, on va choisir son statut de départ. Bon, généralement, ce sera à faire ou à réviser. Hop, on va la créer. Et on se retrouve donc sur... Ah, je suis connecté en tant que Sylvie. Ah oui, voilà. Et donc, on se retrouve sur la page d'analyse de la plateforme, qui a donc légèrement changé. À présent, on n'a pas les analyses directement. On a une première page avec les différents liens vers la carte Trello. Ici, il y aurait aussi le lien vers GitHub et vers la page d'accueil s'ils existaient. Donc la date de dernière activité de la plateforme, son statut. Et ici, on va avoir la liste des contributeurs sous forme de liste. Et donc, ici, le lien vers nos analyses. Hop. À partir d'ici, la principale chose qui a changé, c'est que la plupart des actions qu'on va faire seront sauvegardées automatiquement. Jusqu'ici, la remarque qui arrivait le plus souvent, c'était que, comment je dirais, rien n'était d'une part sauvegardé automatiquement et la sauvegarde se faisait en groupe. C'est-à-dire qu'on faisait nos changements dans les différentes analyses et il fallait revenir en arrière et appuyer sur sauvegarder. À présent, tout ce qu'on fait est automatiquement sauvegardé. Si on clique sur une nouvelle analyse, on est directement redirigé dessus. Et si on revient en arrière, hop, elle existe. Voilà, il n'y a pas besoin de la sauvegarder automatiquement. Hop, on va lui donner un nom quelconque. Présentation d'un PDF qui sera un article PDF. Donc on remarque que si on ne fait rien, ça analyse tout seul. Et si on revient en arrière, c'est pareil, ça analyse. Ça enregistre automatiquement dès lors qu'on a passé quelques secondes sans rien faire. Et donc quand on revient en arrière, ça sauvegarde aussi automatiquement. Tout ce qu'on fait maintenant, on est sûr que c'est toujours sauvegardé. Donc, également nouvelle chose, il y a maintenant une page de consultation d'une analyse et une page d'édition d'une analyse, de façon à ce que une personne qui n'est pas là pour éditer, mais typiquement l'informaticien qui va venir pour regarder ce qu'il y a, puisse lire de façon plus simple. Parce que jusqu'ici, la page d'édition, c'est quand même tout un tas d'inputs qui sont pas forcément, ça prend de la place, c'est pas forcément super lisible. À présent, voilà, on a un format plus condensé, plus pratique à lire. Hop. Sinon, ici, je vais recréer une analyse vu que je vais en avoir besoin. Consultation quelconque. J'aime bien les quelconques. Hop. Donc ici, toujours pareil, on a donc notre liste d'analyses et on peut à souhait changer l'ordre. Voilà. À ce niveau-là, ça n'a pas beaucoup changé de la version précédente. On peut toujours changer l'ordre. La seule chose qui a de différent, c'est qu'il n'y a pas besoin d'appuyer explicitement sur le bouton de sauvegarde, qui n'est pas ici d'ailleurs. Et pour les supprimer, c'est toujours pareil. Voilà. Hop. Voilà, qu'est-ce que j'aurais d'autre à rajouter à ça? Il manque encore 2-3 choses par rapport à l'ancienne ANG qui vont arriver sous peu. Et notamment, bientôt, une des choses qui nous intéresse beaucoup,
cette liste se verra bientôt affublée d'une nouvelle information, à savoir par analyse, quand est-ce qu'elles ont été modifiées et par qui. Enfin, on va prendre seulement la dernière question, hein, sinon ça va faire des listes de personnes. C'est bien, ça suffit la dernière. Voilà. Parce que de toute façon, pour le nombre total de personnes qui ont contribué se retrouve dans la liste générale de la plateforme. Sachant qu'ici, bon, c'est juste Sylvie, vu que je viens de la créer. Donc voilà. C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire pour le moment sur ANG. Sitôt qu'on aura fini de rajouter les quelques trucs qui manquent de la plateforme actuelle, je pense je sais pas si, ouais, on le mettra en production. On le mettra en production. Voilà. On fera une version, on mettra en production. Ce que n'a pas dit Yannick, c'est qu'en fait, ça a donné lieu à un changement de framework. Donc, oui. la partie arrière, enfin tout ce qui est d'un point de vue technique, donc qui va nous permettre de tenir compte plus facilement des demandes de modification ergonomique qui vont arriver. Jusqu'ici, on était limité, ça nous demandait des efforts par rapport à l'ancien framework. Celui-là est plus pratique, mais ça a demandé pas mal de travail pour en changer et que ça soit transparent pour l'utilisateur. Ah. Voilà. Vous êtes passé de quoi à quoi? Alors, en l'occurrence, on est passé, alors, côté API, c'est toujours pareil, c'est d'un Express Node. En fait, l'API n'a pas changé. Par contre, côté client, on est passé d'un Angular, qui était servi par Express, à Nuxt, qui est du Vue.js. Hein? Donc, voilà, pour vous, ça parle pas beaucoup pour vous, mais pour les informaticiens, c'est significatif. Derrière, ça a pas mal simplifié le code côté client et ça devrait rendre les choses plus simples. Mais bon, du coup, ça veut dire aussi que c'est pas non plus anodin quand on va mettre ça en production. Donc, il faudra vérifier que tout est bien d'équerre. Voilà. On peut envisager une phase de test où on branche sur le Trello. Ah ben non, on l'avait effacé, mais on peut en recréer un. De toute façon, non, on fera pas je pense pas qu'on fera de phase de test. Je pense qu'on est quand même relativement sûr de ce qu'on fait. Mais par contre, on fera un appel aux commentaires, c'est-à-dire que là, une fois qu'on aura fait, on vous encourage à tester pour nous faire remonter le plus vite possible les bugs ou les questions que vous pourriez avoir. Voilà. Ok. Ouais, voilà. Alors, tac. Alors, c'est où pour lire? C'est là. Nope. Là. Voilà. Tu rends la main? Frédéric? Tu veux te mettre là, Donc pour la partie analogiste, donc comme le disait tout à l'heure Sylvie, on a une contribution internationale donc de Aurélien Popescu qui a donc fait des analyses sur 3 plateformes et il a aussi développé les parseurs donc qui ont été validés par Yannick. Même plus parce que depuis hier, il y a moins 2 ou 3 encore. Entre-temps, il en a fait au moins 7. Oui. Donc, il est productif depuis 2 jours. Et donc au moment où j'ai fait la diapo, il y en avait 3 et puis c'est vrai que tous les jours on en reçoit. Donc on le remercie beaucoup pour ça. Et puis Maxime aussi mis à jour sa première plateforme. Donc il est intervenu sur un parseur qui était déjà existant où il y avait donc des modifications d'URL avec des reconnaissances de DOI. Donc voilà, il y avait 3 URL et il a fait avec succès ce parseur. Et on l'a testé avec EasyLogger, ça fonctionnait bien. Voilà. Et puis donc on a fait aussi une mise à jour sur la plateforme IOP Science suite à une demande d'Hélène Prost. Donc c'était des URL où le title n'était pas reconnu. Donc Yannick a fait une correction avec l'aide de la PKD et puis donc on reconnaît ces titres à nouveau. Et puis donc avec Thomas aussi on a fait un petit nettoyage sur le Trello
Donc on a basculé des plateformes qui étaient donc depuis longtemps inertes. Donc on les a mis en colonne congélation, donc la colonne qui permet de mettre un peu en veille certaines plateformes qui ne sont pas analysées. Donc ça ne veut pas dire qu'elles sont supprimées, elles seront, toutes personnes qui voudront faire des analyses dessus pourront à nouveau les rebasculer en statut 1 et 2. Et puis donc on a aussi est en contact avec l'Université de Paris-Dauphine, donc pour la plateforme Stradalex. Et donc aussi avec Yannick et Maxime, on va travailler sur le parseur de cette plateforme. Et donc on leur a demandé de nous transmettre un petit fichier de log via EasyLogger. Et donc on a déjà pris rendez-vous avec Rendez-vous Renater pour faire un peu une synthèse de tout ça. Donc ce sera début mai. Et voilà. Oui. Donc, juste, qu'en est-il de Lexis 360? Parce que j'avais repris l'analyse en fait, il y a 3 semaines, et c'est une analyse un petit peu particulière, puisqu'il s'avère qu'en fait, les seules URL utilisables sont les URL de Web Analytics. Bah, pour l'instant, on n'a pas trop eu le temps de se mettre dessus, voilà. Mais parce qu'on a beaucoup travaillé surtout sur EasyMesure, mais c'est vrai que on va regarder ça début mai, parce que ça va être surtout une reprise de tout ce qui est par rapport aux plateformes. On va vraiment s'y mettre là au mois de mai, donc on tiendra au courant, Thomas. Ok, donc là, on va parler maintenant du MVP, du bloc technique pour les contributeurs. Donc, bon, vous avez remarqué à chaque sprint review que Frédéric a fait beaucoup d'interventions, qu'il envoie des mails, et que en fait, le contenu de ces mails, ça pouvait être opportun de le mettre dans un blog, de faire un blog technique où on rassemble toutes ces informations. Donc, on avait programmé le fait de tester en fait un outil. Donc l'objectif, c'était d'avoir un outil le plus adapté aux besoins, qui soit facile d'usage et dont le coût en maintenance soit le minimal. Donc on a comparé 2 types d'outils, des sites statiques et puis un site dynamique, en mettant en balance ces critères. Donc l'utilisateur cible, c'était Frédéric. Il n'a pas du tout d'expérience dans le domaine, donc c'était un bon test. On a fait ça en collaboration avec le service web et on a mis notre stagiaire, Maxime, sur le coup. Donc voilà, et vous pouvez dire ce qu'il a fait. Encore de alors, je vais vous présenter une petite étude comparative de à savoir Jekyll, Hugo et WordPress. Je vais essayer de prendre en compte l'aspect technique que pratique. Je vais vous montrer. Donc concrètement, mon étude m'a permis de dégager ce petit tableau. On voit à la première ligne que j'ai parlé des GitHub stars qui correspondent un peu à des likes des solutions pour les développeurs. Des likes sur ça correspond en fait on voit de l'ordre de plusieurs milliers. Par contre, ça affiche en bas sur beaucoup de postes. Il semble que ça fait longtemps que vous n'ayez pas. Et ça correspond au groupe pour donner une idée, les autres solutions, parce qu'il y en a quand même à peu près une quinzaine dans le domaine, elles ne dépassent pas les 8000. Donc on est quand même à 30 000, c'est largement plus. Au niveau des connaissances à avoir pour manier ces solutions, la plupart, en tout cas des statiques, nécessitent un syntaxe Markdown. Donc c'est une syntaxe simplifiée pour écrire de l'HTML. On peut voir aussi que j'ai noté les plus de chaque solution. Bon, par exemple, Exo, je dirais qu'il est flexible dans le sens où il est écrit en Node.js et il dispose d'une API correcte qui permet de faire des bons plugins, donc améliorer le site de base. On a Jekyll, j'ai dit ici qu'il était pratique pour l'utilisateur. J'entends là le fait que grâce à sa communauté importante, il dispose de nombreux plugins qui font notamment des importations de la plupart des sites dynamiques existants. Donc, par exemple, on a un WordPress où
n'importe quel Drupal, tout ça, on peut l'importer directement dans Jekyll. Ensuite, Hugo, j'ai dit lui qu'il était rapide. Pourquoi? Parce qu'il est écrit en Go. Alors ça parlera aux concernés, mais je veux dire par là que ça fait de lui la solution la plus rapide des comparés. Ça fait lui aussi une solution qui n'est pas gourmande en performance et qui, de fait, est facile à installer. Enfin, je vais aussi parler des avantages de WordPress. Il est complet, c'est la référence pour les blogueurs. Il facilite l'utilisation et surtout prise en main pour les néophytes. Au-delà de ça, j'ai noté quelques petits points négatifs pour certains d'entre eux. Par exemple, Hugo, il n'a pas d'interface web pour générer le contenu. Je vais revenir sur ce point juste après. Et WordPress, qui est lourd à administrer au niveau de ses performances et sa sécurité. Alors, ce que je disais, c'est donc là, je vais parler du processus de publication pour expliquer ce que je viens de dire. Donc, on voit tout de suite que à partir du moment où on se connecte à une interface web pour écrire du contenu, on a quelques étapes jusqu'à la publication. Donc là, ça va du écrire le contenu, c'est les étapes en blanche, et la publication, c'est l'étape en bleu. On se rend bien compte que du côté de Hugo, on a des étapes supplémentaires, celles en rouge, qui sont la plupart du temps désignées, assignées aux développeurs. Donc c'est pas forcément pratique dans ce sens-là. À savoir que, bon, Cécile elle n'est pas là, mais elle m'a demandé de lui donner un petit retour sur Hugo. Donc le retour que je pourrais lui dire, c'est que simplement Hugo n'est pas aussi pratique que ses concurrents, dans le sens où voilà, il demande des étapes supplémentaires pour publier sur le blog, quoi. Alors concrètement, la solution qui nous semble la plus envisageable, c'est WordPress. Elle répond mieux aux besoins techniques. On y retrouve une facilité, une écriture facilitée des articles, une gestion des commentaires, ce qui n'existe pas dans les sites statiques, comme se le dire. Donc c'est pas forcément trop amené à évoluer, à interagir avec les visiteurs. Ça apporte une forte valeur ajoutée au niveau des fonctionnalités à la solution. Et enfin, en dernier point, on peut noter aussi que l'avantage de WordPress, c'est la possibilité d'être pris en charge par le service web, qui propose notamment EasyMaster. J'avais une question. D'autres outils que tu cites, là, Hugo, Jekyll, c'est des CMS? Non, pas du tout. C'est des sites statiques. En fait, on a profité de l'occasion pour faire une petite étude, parce que ça intéressait Cécilia, parce que bon, WordPress, c'est bien pratique pour l'utilisateur, mais il faut être vigilant, parce que comme c'est un CMS, il y a des plugins, comme il y a des plugins, ça peut être, il peut y avoir des trous de sécurité, etc. Donc là, maintenant, c'est lourd. Donc, on a dit, là, on a une occasion de creuser un peu le sujet, donc ça intéressait Cécilia d'avoir un retour sur ces outils. Donc, on a profité de cette occasion-là. Malgré ça, on en arrive à la conclusion que, d'un point de vue pratique pour Frédéric, ça reste WordPress, et sachant que ça va être pris en charge par le service web, bon, nous on dit OK. Pour ceux que ça intéresse, j'ai utilisé Exo pendant tout le projet Madec. On passe à la partie EasyParse. Donc, dans la version EasyParse 2.10.1, nous avons ajouté la fonctionnalité On/Off Campus demandée par les utilisateurs et avons mis à jour les headers avancés d'EasyParse dans les paramétrages des champs en sortie par défaut, avec un identifiant unique des EC qui est utile pour les chargements dans EasyMeasure. Donc, de manière générale, quand vous nous envoyez vos données pour les charger dans EasyMeasure, envoyez-nous la version mise à jour. Donc, nous pouvons vous montrer comment automatiser le processus. Donc, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous contacter, et on fera un rendez-vous EasyMeasure, des rendez-vous relataires. Yannick? Ouais. Alors, juste une petite diapo, on va aller vite.
La dernière fois, je vous ai montré... Hein? On ne peut pas demander de leçon pour François, c'est pas je dis ça. Ouais. Vérifie de temps en temps. Si elle a raccroché puis qu'elle essaie de nous parler. C'est pas moi qui vais enlever le son. Si, c'est nous qui avons enlevé le son. Je vais enlever la série. Pardon. Ok, ok, bon. C'est peut-être eux, hein. C'est peut-être eux aussi qui nous font leur enlever. Ouais. D'accord. Allô, oui. Donc je disais, la dernière fois, on vous a montré qu'on a changé, on a refondu le middleware cut qui permet, je le rappelle, de prendre un des champs des EC et d'extraire des informations pour les mettre dans d'autres champs. Donc on avait changé ce middleware, ce qui fait que les headers de paramétrage ont changé également. Entre-temps, on s'est rendu compte que ce header était utilisé de notre côté chez BPCNRF et aussi chez l'Université de France-Comté. Et donc, on a corrigé leurs paramètres prédéfinis. Voilà. Donc, comme on l'a évoqué tout à l'heure dans les aspects communication, on est en contact avec des partenaires potentiels. Donc, pour remettre un peu le contexte, donc EasyParse prend en entrée des fichiers de log pour générer les événements de consultation, les indicateurs. L'un des principaux outils qui est utilisé, c'est EasyProxy. EasyProxy est distribué par OCLC. OCLC, sur leur site, ils ont une page qui conseille en fait des outils qui permettent de faire des statistiques d'usage de l'EasyProxy, dans lequel figure EasyParse, mais on aimerait aller plus loin, on a toujours souhaité aller plus loin avec eux, et eux aussi visiblement sont intéressés, pour que justement EasyParse fasse partie de la distribution OCLC, enfin voir dans quelle mesure ça pourrait faire partie de leur distribution, donc ce qui leur permettrait d'avoir une solution complète qui va de l'EasyProxy au stade d'usage. Donc on a eu une réunion WebEx le 28 mars, donc qui comprenait le staff OCLC aux États-Unis et en Angleterre. Il y avait aussi la représentante OCLC France. Au cours de ce WebEx, auquel participaient Thomas, il y avait qui? Il y avait Stéphane et Laurent. Et Stéphane, voilà. J'ai un petit trou là tout d'un coup. On leur a présenté donc EasyParse, Analogist, on leur a présenté aussi le démonstrateur du biomap, et puis quel pouvait être l'intérêt pour nous d'EasyMesure. On leur a proposé donc d'intégrer EasyParse dans leur offre. On a eu des questions assez pertinentes qui montraient qu'ils avaient bien compris, et on a eu un très bon retour d'OCLC. Donc, donne à Parian qui nous a envoyé un mail en disant qu'il était extrêmement intéressé, mais il souhaitait en fait étudier cette intégration, et ils estimaient que leur étude leur prendrait 2 mois. Donc, il nous a prévenu qu'il nous recontacterait à la suite de cette étude, donc a priori en mai, pour voir comment on pourrait organiser tout ça. Voilà, donc c'était un point important pour nous parce que si on fait partie de la distribution OCLC, on pourrait, d'EasyProxy d'OCLC, ça nous permettrait d'avoir des contributeurs donc internationaux, puis d'asseoir en fait les contributions, sachant que, comme on l'a dit, on a aussi Muse Global qui a le même type d'outil que EasyProxy, qui est un concurrent beaucoup moins répandu, mais donc qui agit concrètement. Donc en fait, on a eu un contact avec donc Aurélien Popescu qui nous a dit qu'il avait fait une preuve de concept avec leur outil qui permet l'accès aux ressources électroniques, jusqu'à la production de statistiques avec d'événements de consultation avec EasyParse et la visualisation avec EasyVis des graphiques de consultation. Donc, de la même façon, on doit reprendre contact avec Muse Global pour voir comment on peut articuler tout ça. Donc, 2 rendez-vous importants
Et qui justifie aussi la refonte de l'outil d'analyse de plateforme que Yannick a montré tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on se prépare à avoir un afflux qu'on espère conséquent de contributions à l'analyse de plateforme pour la création de nouveaux parseurs. Voilà, parce que ce qui est important, c'est que, en fait, pour les analyses de plateforme, ça ne soit pas des one-shot, c'est-à-dire que les utilisateurs, enfin les contributeurs ne fassent pas juste un parseur, c'est qu'on ait une trace de l'analyse qui a été faite, à quoi ça correspond pour pouvoir bien gérer les maintenances. Et donc, c'est important que le processus soit bien respecté. Voilà. Donc, du coup, on en arrive au thème du sprint. Enfin, ce qui a motivé le titre, donc EasyParse, ça déménage. En fait, c'est parce qu'on était arrivé à un point où on se rendait compte qu'on n'avait pas d'endroit central pour, à indiquer aux utilisateurs pour leur permettre de retrouver toutes les parties qui sont consacrées au projet EasyParse. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un nouveau nom de domaine, donc easyparse.org. À partir duquel on va pouvoir, en définissant des sous-domaines, comme par exemple blog.easyparse.org qui va orienter vers le blog, analyse.easyparse.org qui va orienter vers ANG que vous a montré Yannick, demo.easyparse.org, ça va être l'instance de démo nationale d'EasyParse, et puis par exemple la doc. Voilà. Donc on a mis en place d'un point de vue technique tout ça, donc un nom de domaine qui a été déclaré, les sous-domaines sont déclarés, donc maintenant on va pouvoir remplir tout ça. On a donc aussi travaillé avec un graphiste pour l'ergonomie, la charte graphique qui va aller autour d'EasyParse. Donc là vous voyez un peu le résultat de nos réflexions, les propositions du graphiste. Est-ce que les choix qu'on a fait, on part sur quelque chose qui est assez épuré, donc qui est un peu à la mode, hein, ça a un look un petit peu, c'est un look un peu Apple en fait. Hein. Si vous allez sur le site d'Apple, ça ressemble beaucoup à ça. C'est les templates qui sont à la mode en ce moment. Voilà. L'objectif c'est d'être clair, de montrer des choses rapidement, et puis que les gens trouvent facilement ce qu'ils recherchent. On s'est inspiré aussi de l'idée de ce qui a été fait chez Istex avec une barre de navigation. La barre de navigation qui permet qu'on va retrouver sur les différents sites et qui permet de rediriger vers les différents éléments du projet. Voilà, voilà. Donc voilà pour la home page. Maintenant, on passe à EasyMesure. EasyMesure, on a aussi pas mal travaillé. Donc la licence XPack, on avait annoncé la dernière fois qu'on avait conclu la licence. J'ai remis en fait en quoi ça consiste. Hein, la licence, on est dans un service Gold, donc c'est ce qui est entouré en vert. Ce qui nous intéresse, donc, c'est les aspects sécurité avec le reporting. Et puis donc on a un support qu'on a initié donc là au cours de ce sprint, et on est en train de travailler sur actuellement la mise en service du reporting, parce que dans la configuration qu'on utilise, c'est-à-dire avec Docker, des Kibana, Elasticsearch dockerisés, il y a une configuration particulière qui fait que le reporting pour l'instant ne fonctionne pas. Donc on est en cours de résolution. Je crois qu'on n'est pas les seuls à avoir ce souci. J'ai vu un ticket ce matin qui sortait sur le sujet. Donc voilà. Donc on a initié le process donc de lancer un case avec Elasticsearch. On est en contact. Voilà pour ça. Toujours EasyMesure, donc on a suite à l'atelier Cariste, qui avait pas mal marché avec des gens à distance. On les a convaincus, ce qui fait qu'ils étaient intéressés par les tableaux de bord, donc ils voulaient avoir leur tableau de bord, des tableaux de bord avec leurs données, donc ils ont été encouragés à reverser. Donc
On a eu 7 nouveaux établissements qui ont reversé au cours de ce sprint, qui voulaient voir ce que ça donnait avec leurs données. Donc là, on les cite. Bon, c'est hétérogène au niveau des périodes, hein, selon ce dont ils avaient à disposition, mais ça permet à chacun de se faire une bonne idée de ce que sont leurs consultations. Et je passe la main à Fred. Oui. Donc, on a réalisé un dashboard pour l'OpenURL d'Istex. Donc, ça nous a permis de recharger, donc avec Yannick, ça s'est fait le mois dernier, de recharger donc tous les événements de consultation de l'année 2016, donc qui correspondaient à 87 millions de C. Et puis, donc, j'ai eu une réunion avec Pascal Dio et Stéphane pour justement affiner ce tableau de bord qui permet de présenter donc les statuts donc de l'OpenURL, donc le premier camembert à gauche. Donc on voit les statuts 302, 404. Donc les statuts, c'est à partir du moment ça redirige vers le document, si ça échoue, si c'est validé en fait. C'est ça, hein, je crois. Je ne sais pas, par contre, ce qui serait bien, c'est si on pouvait verbaliser les statuts. Parce que si on montre ce genre de tableau, par exemple, les gens, je pensais au COMEX ou des choses comme ça, 304, 912, ça ne va pas parler, quoi. Il faut mettre réussite, échec, enfin, si c'était possible. Oui. Quelque chose de plus. On va travailler sur l'enrichissement des. Donc le deuxième camembert, c'est l'utilisateur en fait. Donc on voit le honneur, donc c'est le champ honneur. Donc on voit en fait que ça représente les universités, les établissements qui ont utilisé l'OpenURL. Et puis le troisième camembert, c'est l'outil qui a servi. Donc on voit EBSCO, Google, Istex, Browser, Add-on. Donc voilà, c'était les 3 choses qui étaient demandées. On voit aussi donc un histogramme mensuel donc de l'OpenURL. Et puis, à droite, la liste des titres de publication les plus consultés. Et en bas, on a mis une table qui sert donc à la personne qui va consulter ce tableau de bord de pouvoir, donc en faisant des filtrages, utiliser les données donc pour rechercher des renseignements qui concerneront des recherches particulières. Voilà. Donc, merci à Istex. Sinon, nous avons également, Maxime a mis à jour la page des partenaires, dans EasyMesure, donc, et il a rajouté donc tous les logos des contributeurs. Et ce qui est intéressant, c'est que si on clique sur le logo, on va directement sur le site de l'établissement. Voilà. On arrive à la ligne de vie. Juste compléter pour dire qu'en fait, du coup, on l'a vu au cours du sprint, Maxime, il est bien intégré à l'équipe. Ça lui a donné l'occasion de toucher pour l'instant à tous les aspects, hein, aussi bien EasyParse, EasyMesure, le blog sur lequel il aura l'occasion de retravailler. Je pense qu'on va continuer au cours du sprint prochain. On va mettre en œuvre en fait ce qui a été choisi. Et voilà. Oui, donc je continue, on en est là dans la ligne de vie. En fait, là, on a discuté tout à l'heure parce qu'en fait, pour les dates des prochains sprints, pour les dates aussi du comité de coordination, on a des petits changements. Donc, ce qu'on peut dire là, c'est qu'on a fait donc pas mal de formations, hein, donc formation Clarisse, formation à Sciences Po. On a des retours très positifs par rapport à ce qu'on propose avec Kibana. Donc, bien sûr, on va travailler pour qu'il y ait les bons affichages, etc. Le prochain sprint sera probablement plus court que les précédents. Donc, on le voit aujourd'hui, on a eu beaucoup de choses à vous montrer. Donc là, on a beaucoup parlé. Il n'y a pas eu beaucoup de questions. Enfin, on n'aura pas beaucoup de temps pour les questions et les interactions. Ça sera le cas la fois prochaine. Mais on aura quand même un peu de temps tout à l'heure.
Donc, les dates qu'on va vous proposer. La prochaine revue de sprint le 18 mai, le comité de coordination, on en reparlera cet après-midi, mais vers le 14 septembre. Et comme toujours, les prochaines formations, si vous êtes intéressés, donc n'hésitez pas à me contacter le 19, 20 et 21 juin. Et voilà. Voilà, donc là, si vous avez des questions. Hein. Voilà, si vous avez des questions. Je voudrais juste ajouter un mot peut-être sur la démarche en cours à l'UL par rapport à l'automatisation complète de la chaîne. Oui, tu peux. Du coup, je me rapproche du micro. Ouais. Je voulais juste clore en signalant, simplement pour information, parce que je ne serai probablement pas à la prochaine revue de sprint, la démarche en cours à l'UL, puisque donc nous utilisons déjà une chaîne EasyParse Agimus, donc c'est-à-dire que les données EasyParse viennent déjà alimenter l'instance Agimus de l'UL. Donc pour rappel, Agimus est un logiciel qui permet d'obtenir et de gérer des tableaux de bord sur les données d'usage des services informatiques au sens large. Donc ça va de l'ENT à l'usage du Wi-Fi en passant par la plateforme pédagogique. Donc les données EasyParse viennent alimenter ces autres données-là, avec la possibilité évidemment de faire des croisements intéressants. L'une de nos préoccupations par rapport à EasyMesure était d'obtenir notamment une qualification par discipline des consultants sur les événements de consultation. Donc il apparaît après une discussion en interne qu'une possibilité pourrait être de passer par Agimus en fait, pour cet enrichissement. Et donc, l'idée serait de travailler dans les 2 prochains mois à une chaîne complètement automatisée qui va donc d'EasyParse à Agimus et d'Agimus ensuite à EasyMesure. Donc, c'est-à-dire alimenter en fait EasyMesure avec des données sorties d'Agimus et enrichies à l'intérieur d'Agimus par des informations sur les consultants et notamment leur discipline d'appartenance, ce qui va être, je pense, un enjeu important lorsqu'il sera question de faire des tableaux communs dans EasyMesure. Ok, voilà. Merci, oui, c'est important. Ça va nous permettre, donc, ça veut dire aussi que l'Université de Lorraine reste notre université pilote principale et qui va nous permettre de travailler sur en fait, les informations qui permettront de faire aussi l'agrégation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a en commun entre les différents organismes pour pouvoir avoir une vision macro des consultations, des ressources au niveau OSR. Donc, on va travailler avec ces types d'informations, sachant que tous ceux aussi qui travailleront avec Agimus, Agimus et Agimus, pourraient aussi avoir le même type d'informations. Voilà. Alors, pour précision, ce que nous visons dans cet enrichissement par discipline, notamment, c'est l'utilisation de catégories communes, évidemment. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de réinventer l'eau chaude ou de faire quelque chose de différent. J'espère que tu as entendu. Donc, je précisais que pour notamment le regroupement par discipline, il n'est pas question d'utiliser autre chose que des référentiels communs, donc en l'occurrence les référentiels de discipline du ministère, tels qu'ils apparaissent par exemple dans les fichiers CIS. Ah, salut. Ça va? Ouais. Vous avez des questions? Pas de questions de mon côté. Je voulais souhaiter la bienvenue à Maxime. Je suis désolé de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui. J'aurais préféré être à Nancy. Ça aurait été plus agréable. Mais bon, tant pis. On se verra la prochaine fois. Féliciter Yannick pour la refonte de l'outil d'analyse de plateforme qui me semble très prometteur. Et redire que l'organisation de formation est quelque chose de très intéressant et important pour nous et qu'on se tient à la disposition des établissements qui en font la demande, à la fois pour des formations et des supports, des séances de support. Ok, moi je peux enchaîner aussi en disant que donc on vous préviendra quand on aura révisé en fait Analogist.
parce que ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait assez rapidement des retours par rapport à ces nouvelles modifications ergonomiques pour voir si c'est pratique, si c'est pas pratique. Parce qu'en fait, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Et ça sera plus pratique pour nous si vous nous remontez, si vous nous faites les remarques tout de suite, enfin rapidement. Voilà. Avant que tout le monde disparaisse, à quelle heure on se retrouve cet après-midi? 13h30, 14h. Ok. Par quel canal? Le même, non? Webex? Ça marche? Ouais, très bien. Si ça marche pour toi, on en prend le même. Ouais, ça marche. Tu m'enverras un lien? Ouais. Ok, à tout à l'heure là. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ou des remarques, ou des commentaires? Sinon, vous nous entendez toujours, les gens qui sont connectés? Je n'ai pas l'impression. Oui, on vous entend. D'accord. Donc, s'il n'y a pas de questions, pas de remarques, on vous invite à nous rejoindre le 18 mai pour la prochaine Sprint Review. On est toujours disponible par mail ou par Twitter ou pour répondre aux questions. Voilà. J'aurais juste une petite question. Oui. Au niveau du comité de coordination, ça se passerait comme le premier en 2015 ou 2016? Alors, là, on est en train de réfléchir à quelle forme ça pourrait prendre. En fait, on en a discuté tout à l'heure avec Thomas. Il est parti, Thomas, déjà? Non, je suis toujours là. Voilà. Donc, en fait, l'idée, ça serait de faire un comité à la rentrée plutôt, parce que là, en fait, les calendriers sont un petit peu chargés pour faire ça en juin. L'idée, ça serait de vous présenter ce qu'on a fait là, parce qu'il y a quand même pas mal de modifications majeures. Et puis de le faire en 2 phases et de faire éventuellement un atelier l'après-midi. Ok. Voilà. Par contre, où on le fera, la question n'est encore pas tranchée. Il faudrait voir ce qui serait le plus pratique pour tout le monde. Peut-être Paris, peut-être Nancy. On vous proposera en tout cas un doodle. Donc, a priori, ça serait autour du 14 septembre, la semaine du 14 ou la semaine d'avant. Voilà. Ok, merci. Alors, je peux peut-être compléter par contre. Par rapport à l'atelier qu'on voudrait proposer, en fait, l'atelier, ça serait orienté sur l'automatisation de tous les processus. Là, on en a déjà parlé. On a commencé à écrire un document qui va de comment je configure mon EasyProxy pour le nommage des fichiers de log jusqu'à le chargement automatique dans EasyMesure. Donc on a commencé à élaborer cette procédure. On est déjà pas mal au niveau Université de Lorraine. Donc l'idée, ça serait de l'atelier de montrer en fait comment on fait pour mettre en place toute la chaîne. D'accord. Voilà, autour de l'automatisation de tout ce qui se fait sur EasyPart, EasyMesure. Voilà. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on va conclure et on va vous remercier. Merci beaucoup en tout cas. Bonne journée et bon appétit. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir, merci.